Bonjour à tous, donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le traitement des réclamations et la digitalisation de ce même processus. Avec Marie-Lou, donc nous sommes tous les deux chez Dassault Systèmes, rattachés à Iterop, Marie-Lou au marketing et moi au commerce. Et on va passer une demi-heure ensemble aujourd'hui pour pouvoir aborder ce sujet qui souvent est un sujet un peu caillou dans la chaussure. L'un des sujets qu'on n'a pas envie de gérer et pourtant qu'il faut absolument gérer pour pouvoir justement faire en sorte que nos clients soient satisfaits parce que le traitement de ces mêmes réclamations est souvent un élément déterminant pour augmenter la satisfaction de nos clients. On vous propose avec Marie-Lou un format où on va aller rapidement sur quelques slides pour revenir sur comment on peut gérer des réclamations avec Iterop et très rapidement sur Iterop, sur la 3D Experience Platform de Dassault Systèmes directement, pour pouvoir vous montrer au travers d'un processus qu'est-ce qu'on est en mesure d'apporter pour traiter ce problème. On va revenir rapidement. Alors, j'imagine que certains parmi vous sont déjà, si ce n'est complètement en pleine connaissance de ce que c'est que le BPM, ou en tout cas peut-être un peu acculturé parmi vous. En gros, le Business Process Management, donc BPM, c'est une démarche d'amélioration continue et permanente qui vise à l'amélioration de la performance au travers des processus de l'entreprise. Ça, c'est la définition littéraire de ce que c'est que le Business Process Management. Ce gros acronyme qui finalement recouvre plusieurs réalités. En gros, nous, on va en considérer trois principales. Ce sont les trois raisons principales pour lesquelles nos clients sont venus nous voir initialement, que sont la perte de temps. J'en ai marre de perdre du temps à essayer de relancer des gens, à essayer de faire de la double saisie, récupérer des informations dans un mail, dans un Excel pour les mettre dans un ERP, les copier dans un CRM, etc., etc. Vraiment, tout cet aspect perte de temps, erreur de saisie, information manquante, recherche d'informations. La deuxième partie, qui est souvent un corollaire de la première, c'est le manque de suivi. Manque de suivi parce que j'envoie une demande ou alors j'interviens un moment dans un processus de recrutement, un processus financier, pour répertorier des fournisseurs, pour gérer de la compliance, peu importe. J'interviens dans un process et voilà, la bouteille a été lancée à la mer et je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, situation encore plus désagréable parce que je suis à l'initiative, je suis demandeur, je veux demander un recrutement, je veux demander une voiture de fonction, je veux demander le remboursement d'une note de frais, je veux demander quoi que ce soit. Et derrière, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont traiter ma demande. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que les délais ont été respectés? Est-ce que le dossier a été perdu? Est-ce que la collaboratrice ou le collaborateur qui devait le traiter est en vacances? Qu'est-ce qui se passe? Je fais des relances, je manque de suivi. Et le dernier point qui finalement relie souvent les deux et ce vers quoi nous on va forcément se raccrocher, c'est le manque de langage et de modèles communs pour pouvoir modéliser ces mêmes processus. Et ce qui est intéressant, c'est que probablement certains parmi vous ont déjà expérimenté le fait de se dire, bon, allez, on se met tous autour de la table, on dessine un processus, alors ça porte ce nom ou ça en porte un autre, on dessine un diagramme, on dessine un workflow, voilà, il y a plein de mots qui gravitent autour de ça, pour dire qui fait quoi, définir les rôles, les responsabilités de chacun et l'objectif commun que l'on peut avoir. Sauf que, vous l'avez peut-être fait dans votre service, le service d'à côté l'a fait, on s'est un peu inspiré d'une norme, bon, on manque de modèles communs, on manque de processus bien formalisés et formalisés avec le même langage pour, entre autres, qu'ils puissent être interopérables et interconnectables les uns avec les autres parce qu'évidemment, quand on travaille dans tel ou tel service dans une entreprise, on ne travaille pas tout seul, on est en interconnexion avec d'autres gens et quand en plus on commence à faire de l'interservice, c'est-à-dire avoir des processus transverses qui concernent plusieurs départements, alors là, ça devient un peu compliqué. Donc, finalement, si on regarde les processus de réclamation, il y a un élément dont on s'est rendu compte en travaillant avec nos clients, c'est que beaucoup d'entre eux nous disent « Attendez, moi je veux juste un processus de réclamation ». Et en fait, dans le « je veux juste un processus de réclamation » se cache une infinité de processus de réclamation possibles, une infinité de règles métiers, de règles de gestion, de qui fait quoi, de rôles, de responsabilités, de tâches, de validation. Et il y a autant de processus de réclamation qu'il y a de clients. Finalement, ce que l'on a l'habitude de dire, c'est que, OK, un processus de réclamation, on va toujours le retrouver à peu près les mêmes grandes macro-étapes. On va avoir une phase de qualification au départ. Voilà, je reçois la réclamation, il faut que je qualifie. Est-ce que c'en est une? Est-ce que c'en est pas une? Elle est urgente, elle n'est pas urgente. Bref, je vais la typer, je vais essayer de la comprendre, je vais éventuellement échanger avec le réclamant. Et une fois que cette phase de qualification est faite, je vais passer à une phase d'expertise. Je vais contacter les experts qui vont bien, les personnes qui sont susceptibles d'apporter une réponse claire, pertinente
à la personne qui a fait cette réclamation. Et à la fin, j'ai une phase de réponse, évidemment, de traitement, pour pouvoir faire en sorte que ce qui parfois s'apparente un peu à du jargon technique de l'expert soit un peu retraduit, retranscrit et fait, on va dire, on fait un peu le ménage sur certains jargons et on fait en sorte d'apporter une réponse claire, concise et pertinente à notre client. Mais malgré tout, malgré ces macro-étapes, finalement, quand on creuse dans le détail, et c'est ça aussi l'objectif du business process management, c'est de mettre sur la table les rôles, responsabilités de chacun et les règles qui régissent les processus. Forcément, en allant à ce niveau de détail, on va trouver plusieurs types de processus de réclamation. On va retrouver les mêmes macro-étapes, mais on ne va pas trouver les mêmes étapes exactement. On ne va pas trouver les mêmes règles métiers, on ne va pas trouver les mêmes temps entre deux tâches. On va avoir certaines entreprises qui ont besoin de répondre en moins de temps d'apporter une première réponse, d'autres qui vont avoir beaucoup moins cette problématique de gestion du temps, ou en tout cas pas de façon contractuelle, et ça va être ça sur tous les aspects. Et on peut en montrer un troisième. Là, on vous montre 3 processus de réclamation sur lesquels on a pu être amené à travailler chez Iterop. Et dans les 3, on va avoir globalement ces macro-étapes, mais elles vont être sensiblement différentes en termes d'enchaînement précis de tâches entre les différents acteurs du processus. L'objectif d'Iterop, je le rappelle, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais l'objectif d'Iterop, entre autres au travers du processus de réclamation, c'est d'apporter la bonne tâche à la bonne personne, au bon moment, avec le bon niveau d'information. Ça, c'est notre objectif. Et donc, finalement, quand on parle de processus transverse et d'apporter la bonne tâche à la bonne personne au bon moment avec le bon niveau d'information, ça prend tout son sens sur un processus de gestion de réclamation parce que malheureusement, assez souvent, étant donné qu'il fait intervenir plusieurs personnes à plusieurs moments, c'est de la responsabilité de tout le monde et on le sait bien, si c'est de la responsabilité de tout le monde, c'est de la responsabilité de personne. Sauf qu'en face, il y a un client. On va pouvoir maintenant aborder 2 use cases avant de rentrer sur la plateforme. 2 use cases vraiment intéressants pour nous parce qu'ils démontrent ce qu'on a pu apporter, le fait de déposer, de dessiner le diagramme du processus, de définir les rôles et responsabilités, ce que ça a pu apporter à nos clients. Globalement, l'Automobile Club du Luxembourg, qui est une association au Luxembourg de quasiment 200 000 membres, qui assure des fonctions finalement d'assurance auprès de ses membres, avait un temps de réclamation estimé à environ 40 jours, en mettant en place un processus de réclamation qui correspond exactement à leurs besoins, qui va venir contacter tel ou tel expert au bon moment et pas à tel autre, qui va permettre aux personnes en charge de traiter les réclamations d'avoir le bon niveau d'information, de ne pas avoir à redemander à chaque fois telle ou telle info qui est manquante parce que les formulaires le permettent, de forcer l'utilisateur à bien remplir tous les champs pour pouvoir soumettre sa réclamation. Grâce à cela, ils sont passés de 39 jours à 3 jours en moyenne pour traiter leurs réclamations avec Iterop, et ce, en moins de 6 mois. On est très fiers de ce use case. Et alors d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin, sur YouTube, Louis-Nicolas Bier, le responsable qualité de l'Automobile Club du Luxembourg, nous a fait l'honneur et le plaisir de participer à un webinaire, c'était il y a bientôt 1 an, lors duquel il rentrait bien plus dans le détail de l'Automobile Club du Luxembourg et de ce processus-là. On a permis de réduire le temps, on a permis de structurer les échanges et améliorer la communication entre les différentes équipes. Là encore, on est sur du transverse. L'autre use case dont on voulait vous parler, un parmi d'autres, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de nos clients utilisent Iterop pour la gestion des réclamations, c'est vraiment le must-have, ça l'a été, on a eu un gros pic de gestion de réclamations il y a 1 an, tout le monde en voulait. Bon. C'est aussi Zolux. Zolux, c'est un groupe familial français qui est sur le marché de l'animalerie. Ils sont présents dans 55 pays à travers le monde. Et pour Zolux, c'était un peu compliqué de gérer toutes les réclamations clients. Non pas qu'ils en aient beaucoup, mais comme vous le voyez, ils sont dans 55 pays. Ils ont un panel de produits extrêmement large et donc des experts sur chacun de ces produits, sur chacune de ces marques, et des personnes qui sont susceptibles de leur soumettre des réclamations dans beaucoup plus de langues que les langues qu'ils parlent actuellement. Et donc, il a fallu travailler leur processus de réclamation en essayant de faire en sorte le plus possible que ces réclamations soient traitées rapidement, que le parcours de qualification et de filtrage soit fait de façon synthétique, de façon rapide, pour directement toucher le bon expert qui puisse répondre et que cet expert soit relancé automatiquement et qu'on ait la vision sur l'ensemble des réclamations en cours, quand bien même elles ne sont pas nombreuses, mais au moins pour savoir où certaines réclamations sont bloquées et comment je peux apporter une réponse rapide et efficace et pertinente aux clients qui ont fait des réclamations.
On n'a pas encore de KPI sur ce processus-là de façon détaillée, tout simplement parce que le processus tourne depuis encore assez peu de temps, mais pour l'instant, les ordres de grandeur sont assez similaires à ce qu'on a fait à l'Automobile Club du Luxembourg. Finalement, la mise en œuvre de processus de réclamation, mais de n'importe quel type de processus, sur Eterop, ça va consister à jouer avec 3 interfaces principales qui vont permettre de rentrer dans un cycle d'amélioration continue et permanente. Le premier, c'est la partie design. Sur la partie design, je vais dessiner mon process. Je vais me retrouver avec les utilisateurs métiers et je vais dire qui fait quoi, à quel moment. Racontez-moi l'histoire. Quelles sont les tâches et comment elles s'enchaînent. Dans quel cas je vais revenir vers telle personne, etc., etc. Là, on dessine la structure, les rôles et responsabilités de chacun. Et l'objectif, bien entendu, c'est de couvrir 100% des cas avec cette même structure. Des fois, on n'en couvre que 95%, puis il y a 5% des cas pour lesquels on va avoir quelque chose d'un peu plus flou, le temps que ce soit justement un peu plus mature, mais on va accompagner la maturité du processus et la maturité des collaborateurs sur ce périmètre en dessinant le processus avec un langage interopérable qui est le Business Process Management Notation 2.0, qui est une norme internationale que vous pouvez retrouver sur Internet, sur laquelle nous nous basons pour pouvoir dessiner des processus métiers qui soient compréhensibles par les utilisateurs que nous sommes et qui soient en même temps interprétables par la machine. À partir du moment où j'ai dessiné mon processus, où j'ai paramétré les différents formulaires, on va y revenir juste après, eh bien, je vais jouer le processus. Je vais permettre à mes clients de lancer le processus, je vais permettre aux différents collaborateurs qui doivent intervenir à des moments précis de réaliser leurs tâches et je vais offrir à certaines personnes qui en ont besoin la capacité de suivre l'ensemble des réclamations ou l'ensemble des process d'une manière générale qui ont été lancés. Une vision 360 sur ce qui se passe avec différents niveaux de détail, du plus macro au plus micro. On parle de niveau de détail, l'analyste. Troisième fonctionnalité principale d'Iterop, Iterop Watch, tel que nous l'appelons dans le jargon. Dans le milieu, Iterop Watch, c'est la capacité qu'on va avoir à dessiner des indicateurs de performance, des tableaux de bord, à partager ces mêmes indicateurs et ces mêmes tableaux de bord avec les équipes, faire du management visuel et à avoir de façon concrète des données qui nous permettent de prendre des décisions et d'identifier, entre autres, les goulots d'étranglement pour voir où bloque le processus et comment on peut accélérer le temps de traitement des réclamations dans notre cas. Design, play, watch. Et à partir du moment où sur watch, j'ai identifié des voies d'amélioration, évidemment, on parlait de cycle d'amélioration continue et permanente. Je reviens sur design, j'apporte les quelques modifications qu'il faut et je joue mes processus, mes nouveaux processus avec cette nouvelle version pour pouvoir voir et comparer concrètement si l'amélioration que j'ai apportée a vraiment porté ses fruits ou pas et donc pouvoir m'améliorer de façon continue. Au niveau des slides, on ne va pas avoir grand-chose de plus à vous montrer. Je vais vous proposer de passer sur la 3D Experience Platform dès maintenant avec Iterop. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il se trouve que moi, j'ai le chat sous les yeux. Si jamais vous en avez, le temps qu'on passe d'un écran à l'autre, ce qui va être extrêmement long, hop là, voilà. Si jamais vous en avez, on peut commencer à y répondre ou sinon, on va enchaîner. Donc là, je vous explique pendant que les questions arrivent peut-être, s'il y en a, au moins que nous ayons été très clairs avec Mario. En tout cas, je l'espère. Nous sommes sur un navigateur. Nous sommes sur un système d'exploitation. N'importe quel système d'exploitation, n'importe quel navigateur, Iterop et la 3D Experience Platform qui l'héberge tournent. Et donc là, nous sommes sur cette 3D Experience Platform de Dassault Systèmes et j'ai ouvert un onglet, alors que j'ai mis en plein écran pour plus de lisibilité, pour que vous puissiez bien voir sur votre écran pendant ce webinaire juste Iterop dans un premier temps. Et nous sommes sur la partie Play. David, oui, je confirme, analyste, watch, c'est la même chose. C'est juste la terminologie qui change. Analyste, c'est la personne qui va justement analyser, c'est le rôle, alors que watch, c'est plus l'interface. Mais on parlait bien de la même chose. Donc là, nous sommes sur Iterop Play et tout à l'heure, on ira sur Iterop Design et nous irons également sur Iterop Watch. Évidemment, je suis sur une instance de démonstration. Il y a plusieurs processus qui sont susceptibles d'être lancés. Alors aujourd'hui, je suis désolé pour ceux qui vont être frustrés par rapport à ça. Nous allons nous focaliser sur la réclamation produit. On pourrait aller sur plein d'autres process. Comme vous le voyez, on fait de la demande d'achat, on fait des notes de frais, des processus de nouveaux arrivants, du ticketing, quel qu'il soit, des demandes de validation de facture, etc. On pourra y revenir. Et si vous avez des questions pour voir si le ou les processus que vous avez en tête est itéropable, bien entendu, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou à revenir directement vers nous pour qu'on puisse étudier la question, potentiellement avec un consultant.
Là, on va se focaliser sur la réclamation produit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va vous montrer, finalement, là, je suis dans Interop Play, et avant de me lancer dans le process, si j'en ai envie, eh bien, je peux aller voir ce processus. Vous allez retrouver ici les macro-étapes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai une initiation, je démarre le processus, je pose ma réclamation, et ensuite, 3 macro-étapes. La première sur la qualification et les échanges avec le réclamant. Donc, je qualifie la réclamation, j'essaye de comprendre ce qu'il en est, et une fois qu'elle est qualifiée, je passe à la partie expertise, potentiellement avec de nouveaux échanges avec le réclamant, voire des échanges avec le chef de produit. Et je vais potentiellement devoir traiter la réclamation, avoir des échanges avec ces différentes personnes. Et une fois que tout ceci a eu lieu, eh bien, je prépare la réponse auprès de mon client. Et la réponse va être envoyée au client et enregistrée, pour le coup, dans un Google Drive au niveau de mes archives. Là, c'est dans un Google Drive, ça peut évidemment être dans la 3D Experience Platform, ça peut évidemment être dans un SharePoint, peu importe, c'est dans un repository qui va nous permettre de stocker des documents. Et dans ce sous-processus, et là on va venir justement aux différents objets qui constituent ces processus, et bien dans ce sous-processus, j'ai l'envoi de la réponse à la personne qui a posé la réclamation et l'enregistrement dans un Google Drive. Je viens d'aborder finalement les 4 objets principaux qu'on va manipuler pour pouvoir dessiner des processus. Alors je parle d'objets, le mot est un peu flou pour certains peut-être. Globalement, c'est ce qui va me permettre de dessiner les process. Les process, je vais les dessiner avec des boîtes, des flèches, et ce que nous on appelle des portes. C'est les petits carrés que vous voyez. Les tâches, les boîtes, ça va être des tâches, c'est-à-dire qui doit faire quoi et à quel moment. On va avoir des tâches qu'on appelle des tâches humaines avec un petit bonhomme. Donc c'est des tâches qu'on affecte à des gens. On va avoir des tâches qui vont être des tâches de script. Tâches de script, ne nous méprenons pas, hein, l'objectif, ce n'est pas de faire des lignes et des lignes de code. L'objectif, c'est juste à un moment de pouvoir utiliser des fonctions qui sont déjà préprogrammées à l'intérieur d'Iterop, éventuellement d'aller plus loin pour pouvoir justement manipuler des données, émettre un document, par exemple, chercher des données dans un tableau, créer un document Excel et pousser des données à l'intérieur. Bref, manipuler des données. Le troisième élément, ça va être l'appel de sous-processus. Donc là, vous le voyez avec le petit plus, c'est en gras. Là, l'objectif, c'est de déclencher un nouveau process automatiquement à partir du premier. Et enfin, on ne l'a pas là, mais on a un 4e type de tâches qui sont les tâches dites de service qui vont nous permettre justement d'envoyer un mail au client, par exemple, pour pouvoir lui pousser la réponse. Allez, on s'y lance. Posons une réclamation et imaginons que notre collègue Marie-Lou, ici présente, un problème avec, on va voir quoi. Alors, je vais mettre mon adresse parce que ça va être plus simple pour la suite, tout simplement. @3ds.com. Donc là, on retrouve des formulaires qui sont totalement configurables, hein, sur lesquels on ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est-à-dire que là, vous le voyez très clairement. Hein, en rouge, si je ne mets pas quelque chose qui ressemble à un numéro de téléphone, le champ apparaît. Et si je clique sur Start Process, eh bien, évidemment, on va me dire que ce que j'ai mis ne ressemble pas à un numéro de téléphone et que je n'ai pas rempli un certain nombre de champs. Donc, je vais avoir un contrôle sur ce qui est rentré. Ce qui permet justement d'éviter d'avoir moultes échanges avec le réclamant, parce que si j'ai bien fait mon formulaire, normalement, il a rempli tout ce qu'il devait. Évidemment, je peux avoir des listes qui vont être conditionnelles. Donc là, si je clique sur The Brown, j'ai 2 champs possibles. Si je clique sur The House and Brown, je vais avoir la salle de bain ou la cuisine et les produits associés. Donc évidemment, je peux faire des listes conditionnelles, pouvoir apporter de l'intelligence à ces mêmes formulaires. Je peux ajouter une référence de produit. Je peux aussi contrôler que l'utilisateur met bien ce qu'il ressemble à une référence de produit. Hein. Si ma référence, c'est 2 lettres, 4 chiffres, je vais pouvoir le configurer. Je vais avoir accès à un calendrier également. Alors, il se trouve que là, on est en format anglophone sur cette interface, mais on peut tout à fait vous la mettre en francophone et les dates seront dans le bon sens, pas d'inquiétude. Et à partir de là, continuer à remplir mon petit formulaire tranquillement. Alors, Marie-Lou, elle habite pas très loin de Toulouse, donc imaginons qu'elle a acheté son produit à Toulouse. Et puis, elle va nous décrire son problème. Je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Pas trop d'imagination sur ce coup-là. Mais Marie-Lou va pouvoir nous envoyer une photo d'elle avec son produit qui ne marche pas. Bon, cette photo ou une autre, évidemment. Évidemment, on va pouvoir ajouter des pièces jointes. Évidemment, on va pouvoir les télécharger, les supprimer. On va pouvoir en ajouter une, plusieurs, filtrer sur le type de pièces jointes pour éviter que vos clients vous envoient des documents Word. Non, moi, je veux un PNG, je veux un JPEG, je veux un PDF, mais je veux rien d'autre. Je veux qu'il m'envoie un seul document, qu'il m'en envoie plusieurs. Et si vous êtes déjà sur la 3D Experience Platform, eh bien, je peux aussi ajouter un champ qui va me permettre
d'associer un objet de la 3D Experience Platform, donc un modèle 3D, une simulation, peu importe, quelque chose que vous avez manipulé dans la plateforme, un post dans une communauté par exemple ou autre, et associer à cette réclamation, associer à ce processus, eh bien, cet autre élément qui gravite dans l'environnement 3D Experience Platform. Et à partir de ce moment-là, je démarre le process et moi, en tant que demandeur, j'ai fini mon travail. Ce qui va se passer, c'est que la personne en charge de la qualification de la réclamation, la personne qui est ici, eh bien, va recevoir dans son escarcelle des tâches, donc sur Ethereum Play dans l'interface tâches, va recevoir une tâche et les tâches vont toutes se comporter de la même manière. On va avoir le nom du processus, le nom de cette réclamation, c'est la réclamation que, là, donc il se trouve que c'est la 15e, que je l'ai faite le 4 mai 2023 et que je suis sur la tâche de qualification de la réclamation en attente depuis 11 secondes et cette tâche peut être réalisée par plusieurs personnes. Et ce qui va se passer, c'est que quand je clique dessus, eh bien, je vais retrouver toujours les mêmes interfaces, c'est-à-dire les informations sur la gauche que je vais fournir à la personne pour qu'elle puisse réaliser la tâche, et sur la droite, eh bien, je vais avoir les informations que la personne doit pouvoir soit remplir, soit corriger. Et là, en l'occurrence, ça va être corrigé. Hop là, je vais réduire un petit peu parce que je vais vouloir voir bien l'ensemble des tâches qui sont sur la gauche, voir aussi que j'ai certaines tâches qui sont marquées en urgent, par exemple. Certaines tâches peuvent être remontées en urgent et je peux bien entendu filtrer toutes ces tâches par priorité pour faire en sorte de traiter d'abord les plus urgentes. Et bon, là, j'ai bien vu les tâches, super. Maintenant, je veux répondre à la personne. Donc, sur la droite, je vois l'ensemble des champs qu'il a remplis et j'ai voulu laisser la possibilité à la personne qui qualifie la réclamation d'apporter des correctifs. On ne sait jamais, le client s'est peut-être trompé, la photo qu'il m'envoie ne correspond pas à la famille de produits, etc. Bon, peu importe. Et donc, on va pouvoir, comme ceci, eh bien, venir modifier certains des éléments, venir afficher aussi des solutions fréquentes. Typiquement, se dire que sur ce produit, en général, le problème, c'est un problème de dosage, c'est peut-être le problème sur la machine à laver, le programme n'est peut-être pas le bon. Là, c'est tout simplement des réponses classiques qui ont été apportées par le passé. Évidemment, si on veut aller plus loin, on peut faire de l'analyse de texte, du Natural Language Processing. Et donc, ce type de fonctionnalité est offert via d'autres solutions de la 3D Experience Platform. Là encore, si vous avez des questions pour traiter des gros volumes de données avec des champs de texte, n'hésitez pas à revenir nous voir. On a aussi chez Dassault Systèmes des solutions qui nous permettent d'extraire de l'intelligence. Là, ce n'est pas le sujet, on est sur le processus. On apporte donc une première réponse. Est-ce que je souhaite échanger avec le réclamant? Pourquoi pas? Et lui dire, par exemple, je ne comprends pas ce que tu demandes. Peux-tu être plus clair? Alors là, évidemment, vous voyez qu'on est sur un champ HTML, donc on va pouvoir ajouter du gras, de la couleur, pouvoir ajouter plein de choses. Où est-ce qu'on est? La couleur, elle va être là. On va pouvoir ajouter du rouge. Peux-tu être plus clair? Et je clique sur OK. Et au moment où je clique sur OK, moi qui suis responsable du traitement de la réclamation, eh bien évidemment, normalement, je ne reçois rien. Là, nous sommes sur une démonstration, donc l'idée, c'est aussi que je vous montre à quoi ça va ressembler. Et donc, les échanges avec le réclamant, eh bien le réclamant, lui, qu'il soit interne à l'entreprise, et donc il ait accès à Iterop avec un login, un mot de passe directement sur la plateforme, ou qu'il soit externe et auquel cas on est capable de lui envoyer un mail avec un lien sur lequel il clique et il va pouvoir accéder à cette tâche sans avoir besoin d'un login et d'un mot de passe, si c'est un client B2C par exemple, et bien dans les deux cas, on va recevoir, la personne qui a fait la réclamation va recevoir une tâche, va voir sous forme un peu de chat ici, la demande qui lui a été faite, qui lui a faite, à quelle heure, quel jour, va pouvoir modifier son formulaire, alors dire par exemple, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, oui, c'est le bidule du bas. Il y a le bidule du bas qui ne va pas bien, et puis potentiellement rajouter une autre photo. OK, voilà. Et puis rajouter une zone d'échange, excusez-moi, je n'avais pas bien décrit le problème. OK. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur « Finir la tâche ». Et moi, réclamant, j'ai apporté une réponse. Et au moment où je reviens sur la qualification de la réclamation, là, vous avez bien compris l'idée, on va avoir un chat dans lequel on voit l'ensemble des échanges avec le client. Okay, donc là, il se trouve que c'est moi dans les deux cas. Et évidemment, sur chacune des tâches sur lesquelles je suis, eh bien, je vais pouvoir voir directement en bleu ici où est-ce que j'en suis.
pour pouvoir avoir directement accès au contexte dans lequel je suis amené à intervenir. Là, je ferme ça, OK, je ne souhaite plus échanger avec le réclamant. Par contre, il s'agit d'un danger direct pour l'utilisateur. Attention, Marilou, tu risques d'avoir des gros problèmes, donc il faut vite qu'on te réponde. Et je souhaite contacter un collaborateur pour traiter la réclamation. Et donc là, par exemple, si je considère que, on va dire que je suis l'expert, ou alors tiens, on va considérer quelqu'un d'autre, on va considérer notre collègue Romain, dire que Romain Malher est expert pour répondre, et lui dire, bah écoute, vu la première analyse, c'est urgent, elle doit être, peu importe ce qu'on y remplit évidemment, et je finalise la tâche. Et à partir de ce moment-là, bien, la personne qui qualifie la réclamation ne reçoit plus de tâche et Romain, notre collègue, a reçu, pour le coup, la tâche suivante. Où est-ce qu'on en est? Ça, c'est la question que vous vous posez souvent quand vous êtes dans un process, quand vous réalisez une action, vous avez lancé une demande de financement, une demande d'achat, une facture ou quoi, et où est-ce qu'on en est? Donc finalement, qui que vous soyez, que vous interveniez dans chaque processus de réclamation ou pas, que vous soyez à l'initiative, que vous soyez dans l'une des tâches ou pas, vous avez la possibilité, suivant votre niveau de droit, d'accéder à ce type de produit, de ce type d'interface. Dans ce type d'interface, vous allez retrouver l'interface qu'on appelle nous le suivi ou le monitoring en anglais, bien sûr. Vous allez retrouver un tableau avec l'ensemble des variables, l'ensemble des champs qui sont remplis par les différentes personnes dans le processus, et vous allez pouvoir voir leurs valeurs directement. En termes clairs, tout à l'heure, on a décrit le problème avec Marilou en disant « je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, c'est le bidule du bas ». Ça, on vient de le rentrer, ça fait 30 secondes que la tâche est activée, on a le nom du processus, et si on veut, on a accès. Donc là, il se trouve que ce n'était pas sur un site internet, hein, c'était sur le site de Toulouse, on avait rentré ça tout à l'heure, donc le site internet, rien n'est affiché. Et ici, eh bien, je vais pouvoir retrouver les deux pièces jointes directement que j'ouvre ici. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller dans un autre dossier, j'ouvre ma pièce jointe directement ici, qui était tout à l'heure ajoutée par l'utilisateur. Et si je veux, je peux rajouter n'importe quel champ qui correspond à quelque chose qui va m'être utile pour suivre de façon un peu macro le processus. Donc si je clique sur référence du produit, je vais avoir une colonne qui s'ajoute. Et là, globalement, en termes d'ergonomie, on n'a pas réinventé la roue, on est sur un tableau. Pourquoi? Parce que c'est simple à s'approprier, parce que d'un seul coup d'œil, on peut voir l'ensemble des réclamations, qu'on va pouvoir trier celles qui sont terminées, celles qui sont en cours, de toutes les avoirs, on va pouvoir trier les processus suivant ceux sur lesquels ça fait le plus longtemps qu'on est en train d'attendre que la tâche soit réalisée, etc. etc. Ça, c'est le premier point, vue macro. Si je veux rentrer un peu plus dans le détail, évidemment, je peux le faire. Comment je fais? Je clique sur la ligne qui est juste là, et je vais pouvoir voir d'un seul coup d'œil où est-ce que j'en suis, voir le nombre de fois que je suis passé dans chacune des tâches, voir en bleu la tâche qui est en cours, et si je vais dans le détail, voir qui a fait quoi, à quel moment. Donc là, typiquement, lors de la première qualification de la réclamation, il se trouve que cette personne, entre telle heure et telle heure, pour un temps total de 3 minutes à peu près, eh bien, a rempli ses données et a validé sa tâche. J'ai donc une traçabilité totale sur l'ensemble de la réclamation et sur toutes les étapes qui ont eu lieu. Évidemment, là, on est sur un process relativement simple. On travaille avec certains clients dans certains secteurs qui sont un peu plus sensibles, hein, pour lesquels contractuellement, le fournisseur est engagé à répondre en moins de X jours auprès de son client. On fait courir des minuteurs, on fait courir des escalations possibles auprès de la hiérarchie ou autre pour faire en sorte qu'on réponde bien dans les temps et que la traçabilité sur qui a fait quoi à quel moment soit bien assurée auprès du client et qu'on puisse lui apporter une réponse complète à la fin. Quentin, oui. Merci déjà pour ce premier niveau de démonstration, si je puis dire. On a une question de Anne qui pourrait être potentiellement intéressante aussi pour montrer nos formulaires externes, qui s'interroge justement sur la réclamation client. Effectivement, est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de licences que de clients pour donner accès au formulaire? Alors, merci beaucoup Anne pour votre question. Alors justement, j'ai effleuré le sujet, mais on va aller un peu plus loin avec votre question. Je prends le cas, je pourrais prendre le cas de Zolux, mais d'autres clients, il se trouve qu'ils utilisent aussi les tâches qu'on appelle externes. Quand je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, si vous êtes en particulier en B2C, vous allez avoir envie que n'importe qui puisse déclencher votre processus de réclamation et avoir accès à ce formulaire. Et bien là, Anne, vous nous emmenez sur Design. Merci beaucoup. Sur Design, donc, qui est l'autre interface, donc là, on retrouve la 3D Experience Platform avec 3 onglets sur lesquels on va pouvoir accéder.
Ah, on est sur les indicateurs, on y reviendra juste après, un peu de divulgatage. Pas de spoil. Pas de spoil. Donc, la réclamation produit. Là, je me trouve sur Interop Design. Sur Interop Design, je vais pouvoir accéder à tout un tas de champs qui vont me permettre de configurer mes processus et de configurer les données qui gravitent autour de ces processus. On va parler des indicateurs tout à l'heure, on peut parler des services qui nous permettent de nous connecter à d'autres systèmes d'information ou à d'autres solutions de la 3D Experience Platform. On va parler des listes de données, des tableaux de données. Tout à l'heure, j'avais justement les différentes familles de produits, les types de produits. Bien, c'est un tableau que j'ai enregistré dans les listes liées ici. On va pouvoir gérer les groupes d'utilisateurs pour pouvoir affecter des tâches à des groupes d'utilisateurs. Et là, enfin, je suis sur les modèles et les déploiements. La seule différence, un modèle, je suis en train de construire mon processus. Une fois que je veux qu'il soit accessible depuis la partie Play, qu'on puisse le lancer, il tombe dans les déploiements. Et bien, dans les déploiements, Anne, je vais avoir la possibilité de gérer tout un tas de fonctionnalités pour donner plus ou moins de droits à telle ou telle personne, pour initier le processus, pour avoir de la visibilité sur l'ensemble des données, sur la partie suivi dont on parlait tout à l'heure. Et je vais aussi avoir la possibilité de démarrer le processus directement ici. Quand je vais activer cette fonctionnalité, eh bien, le processus va pouvoir être ouvert à plus de personnes. Ce que vous demandez, l'accès par les tâches externes, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonctionnalité qui va être disponible d'ici très peu de temps, qui était disponible jusqu'à il n'y a pas longtemps. On a dû la couper provisoirement dans le cadre de la plateforme, mais d'ici un mois, on va avoir de nouveau cette fonctionnalité qui va nous permettre de vous pousser une URL. Et sur cette URL, finalement, sur ce lien, vous allez pouvoir le cacher derrière votre page sur un site web en disant, voilà, cher client, si vous avez une réclamation, déposez-la ici. Et lorsque vous allez la pousser directement ici, eh bien, vous allez pouvoir directement, le client va pouvoir, sans avoir besoin de se connecter avec un login et un mot de passe, il va pouvoir accéder à cette réclamation. Et ensuite, vous allez dérouler le processus de façon tout à fait naturelle, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je peux vous donner un petit aperçu. Alors, hop, on va dire que c'est sur une ancienne interface. Alors, est-ce que je peux écrire, Marie-Lou? Est-ce que je peux écrire dans le chat? Tu peux écrire dans le chat, normalement. Auquel cas, moi, j'ai un formulaire externe disponible. Ah, si tu en as un, je veux bien que tu le pousses. Alors, je vais vous rajouter un CTA. Ouais, attends, sinon... Directement dans l'outil web. Je te l'ai poussé dans notre outil de messagerie interne. Donc, Marie-Lou va vous ajouter justement un lien pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, ça ne tombera pas ici parce qu'on est sur une ancienne interface, mais cette fonctionnalité va de nouveau être disponible dans très peu de temps pour pouvoir permettre à tous vos clients, finalement, depuis votre site web, de faire une réclamation. Je dis depuis votre site web, on peut aussi envisager de dissimuler ce lien dans un QR code. Si demain, vous voulez mettre sur tous vos produits un QR code qui renvoie vers votre formulaire de réclamation client ou sur une notice, c'est tout à fait possible et derrière, vous les traitez sur Interop. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, donc là, vous pouvez tester le formulaire, à moins que vous ayez d'autres questions, c'est de passer sur la partie Watch, sur la partie indicateur. Donc, sur la partie indicateur, j'y étais tout à l'heure, je vais pouvoir avoir accès à des KPI directement dans une autre interface, qui est l'interface d'analyse. Donc là, je vais avoir les différentes familles de produits et donc finalement le nombre de réclamations par famille de produits qui ont eu lieu. Donc là, comme vous le voyez, on s'est préparé très longtemps à l'avance, donc c'est depuis avant-hier que le processus tourne sur cette instance. Mais évidemment, sur une durée plus longue, je vais pouvoir voir par mois, par semaine, la distribution de mes réclamations par famille de produits. Le temps de qualification de la réclamation suivant la marque. Donc là, typiquement, de me dire, voilà, en moyenne, je mets très peu de temps pour répondre aux réclamations qui concernent The Fantastic Brown, mais un peu plus pour The Brown, et alors beaucoup plus pour The Awesome Brown. Il y a peut-être un souci quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être que je creuse. Et après, je pourrais également aller dans l'onglet Analyse. Et dans l'onglet Analyse, je vais avoir... alors, j'ai plusieurs processus auxquels je vais pouvoir accéder. Donc, typiquement, la réclamation produit. C'est celui qu'on a traité jusqu'à présent. Et je vais pouvoir, dans un diagramme qui est ni plus ni moins que le diagramme du processus que j'ai dessiné initialement, je vais pouvoir voir plusieurs choses. D'une part, je vais pouvoir voir les passages moyens. En moyenne, combien de fois je passe par chacune des tâches. Donc là, en moyenne, dans 33% des cas, je passe par les échanges avec le réclamant. OK. 33%, ça fait beaucoup quand même. 33%, le formulaire peut peut-être être à améliorer pour faire en sorte que on ait moins souvent à échanger avec le réclamant et donc qu'on traite plus rapidement ces mêmes réclamations et qu'on le sollicite moins. OK.
Alors là, pour le coup, certains parmi vous vont me dire, mais attends, mais 1,07, 33, c'est pas normal. Alors en fait, si vous vous dites, tiens, c'est bizarre ces chiffres, c'est tout simplement parce qu'on se focalise sur un instant T. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça considère aussi les tâches qui sont en cours. Et donc forcément, certes, on est allé dans 33% des cas au-dessus, mais ce n'est pas pour autant qu'on est allé dans 133% des cas dans la qualification, uniquement parce que certaines réclamations sont bloquées à ce niveau-là. Et donc, comme on vous affiche les données en temps réel, comme toutes les analyses, comme tout le suivi, comme tous les KPI que vous allez voir sont calculés en temps réel, et bien évidemment, c'est un peu perturbant d'avoir du temps réel. Et donc, il y a certaines données, là, il se trouve que le processus a tourné 15 fois, donc on s'attendrait à trouver 133% ici. Ben non, on trouve un 0,7 parce qu'il y a beaucoup de tâches qui sont bloquées ici. Ah bon, il y a beaucoup de tâches qui sont bloquées ici. Est-ce que c'est le cas? Alors en fait, on va pouvoir voir également ce processus sous un autre angle, l'angle du temps. On voit en vert toutes les tâches qui se déroulent bien. Il n'y a pas de problème globalement, en tout cas, elles sont réalisées rapidement. Tiens, la préparation de la réponse, elle met 11 minutes, hein, ça commence à faire. Et ici, a priori, au niveau des échanges avec le réclamant, je mets 47 minutes sur la qualification en moyenne et 14 minutes pour les échanges avec le réclamant. On identifie le goulot très rapidement, directement, avec Iterop, directement sur l'onglet analyse. Et donc, ça nous permet de rentrer dans cette logique d'amélioration continue. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir réduire drastiquement le temps de traitement de nos réclamations. En retournant justement à partir de là, en ayant identifié ces éléments-là, on va pouvoir retourner dans le suivi. Dans le suivi, se dire, OK, je vais trier les processus, uniquement les processus qui sont concernés par tel ou tel type de famille de produits, etc. et comprendre d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème de ressources? Est-ce que c'est un problème de champs qui ne sont pas les bons, etc., etc. Et à ce moment-là, aller dans la partie design. Dans la partie design, potentiellement, faire évoluer le produit. Donc là, on va y aller très rapidement, mais je retrouve le même processus. On est en business process management. Donc évidemment, le schéma du process, vous allez le retrouver partout. En tout cas, si vous êtes administrateur. Si vous êtes utilisateur, vous ne le verrez probablement pas. Ce sera complètement transparent. Et vous allez pouvoir, par exemple, dire, en fait, ce qui me pose problème, c'est que dans tout le formulaire, il manque, je ne sais pas, description du problème, peut-être il manque une criticité. Voilà, criticité selon vous. Voilà. Et donc là, on configure un formulaire, ni plus ni moins que comme sur un Google Form, comme sur un type form. On va pouvoir dire, je veux que ce soit un entier, je veux qu'il soit obligatoire, et je veux qu'il soit absolument entre 1 et 5, par exemple. D'accord. Je modifie cela, je clique sur déployer. Je pourrais ajouter une petite note pour dire, voilà, cette nouvelle version, elle correspond à ça. Et instantanément, quand je retourne sur Iterop Play, cette fois-ci, quand je démarre ma réclamation produit, je vais avoir le champ criticité selon vous qui apparaît. Au-delà d'affecter la bonne tâche à la bonne personne, au bon moment, avec le bon niveau d'information, l'objectif d'Iterop, c'est d'être agile. C'est de vous permettre rapidement d'apporter de la valeur ajoutée et rapidement de corriger les erreurs, les anomalies qui peuvent se passer et que vous pouvez constater grâce à l'ensemble des outils qu'on vous fournit. Évidemment, si je rentre un 7 ici, l'outil me le fait remarquer et la criticité, selon vous, va être entre 1 et 5. Voilà, on vient de passer sur Play, on vient de passer sur Design, on vient de passer sur Watch. On pourrait en parler bien plus longuement. Un dernier petit point qui me semble intéressant, en particulier pour ceux parmi vous qui ont déjà la 3D Experience Platform ou qui connaissent un petit peu, un élément qui nous semble intéressant, c'est que là, on a eu des échanges pendant tout un moment avec le réclamant. Donc, ça passait par des tâches Iterop. Évidemment, on peut aussi envisager à un moment dans le processus, alors là, j'ai fait un processus technique pour cela, donc juste un processus qui fait uniquement ça. Vous allez voir mon process, il est extrêmement simple. Voilà. J'ai fait un processus pour ça, mais donc je peux mettre tout à fait ma réclamation et finalement faire un lien entre un processus sur Iterop avec, donc là j'avais du texte par défaut, mais dire ça ne marche pas, j'ai besoin du chef produit de X avec une référence par exemple. Très bien. Et lorsque je clique sur OK, lorsque je démarre le processus, eh bien, automatiquement, dans une communauté, donc ça, ce sont les communautés de la 3D Experience Platform, dans une communauté, va apparaître un champ de discussion. On ne va pas passer par des tâches. Alors évidemment, en termes de traçabilité, on va quitter un peu Iterop. Les éléments qui vont se passer ici ne se passeront qu'ici et on n'aura pas de visibilité sur Iterop, en tout cas pas en direct. Mais par contre, ça peut faciliter les échanges. Et une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur la réponse à apporter, pouf, on revient ici, on revient dans les tâches.
Et donc, si je suis sur, par exemple, la préparation de la réponse, eh bien, maintenant que je me suis mis d'accord avec les différentes parties prenantes du process, eh bien, je vais pouvoir apporter une réponse au client. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, évidemment, nous sommes à votre disposition pendant le temps qu'il nous reste et nous vous remercions pour votre attention. Oui, on va se laisser une petite minute. Je n'ai pas vu de questions arriver entre-temps. Merci Quentin, c'était un tour d'horizon assez complet sur ce qu'on peut faire, entre autres sur la plateforme avec Iterop autour de la réclamation. Ce n'est qu'un petit aperçu, j'insiste. Je vous ai mis aussi en haut le lien vers notre prochaine initiation BPM qui a lieu le 8 juin. Qui dure 2 heures et qui vous permettra justement de commencer à dessiner un premier workflow et à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà, bah écoutez, nous, on reste à votre disposition. On se donne rendez-vous du coup le 8 juin.